Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous permettre d'entrer chez vous par le troussement de la lucarne de vos postes téléviseurs. Comme vous le savez, tous les dimanches en soirée, nous nous retrouvons pour le briefing de l'actualité en sigle LBA. Eh bien, aujourd'hui, nous allons devoir évoquer sur le plan local cette question relative à la séance de travail d'une commission tripartite, une commission qui devra régler la question de la spoliation de la surface de la CORAF selon les orientations données par le ministre Pierre Mabiala. Sur le plan national, il sera question, bien entendu, de revenir sur cette initiative Le Congo que nous voulons, qui a été célébrée hier sous forme d'un point de presse du côté de Pointe-Noire, tandis que l'initiative a été lancée du côté de Brazzaville le 2 mai dernier. Et sur le plan international, nous reviendrons sur le scrutin référendaire du côté du Burundi. Voilà donc les faits saillants que nous avons retenus pour vous au cours de cette semaine. Juste après ce jingle, nous allons devoir nous retrouver pour briser la glace. Voilà, actualité locale, mais avant de plonger dans les profondeurs de cette émission de débat consacrée aux faits saillants de l'actualité de la semaine, je m'en vais respectueusement vous présenter nos invités du jour. Il s'agit de Georges Nguila. Bonsoir. Bonsoir. Georges Nguila est le représentant local de l'Observatoire. Autant que je me souvienne, il s'agit de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, OCDH. Alors, à ma gauche, donc à la droite de votre petit écran, vous avez notre consultant maison. Lui, c'est Bertin Bliki Asogba. Bonsoir. Bonsoir. Il est non seulement consultant, mais également enseignant des écoles, puis correspondant du journal Les Chocs à Pointe-Noire. C'est cela? C'est cela. Voilà, question d'échauffement avant de briser la glace. Georges Nguila, vous avez certainement, comme tous les Congolais, suivi la session criminelle qui a été ouverte le 29 mars dernier. Il y a eu une première série d'audiences jusqu'au 20 avril. La deuxième série a commencé juste après avec l'audience du général Jean-Michel Mokoko. J'y arrive. La deuxième avec Norbert Dabira. Quel enseignement peut-on tirer de ces audiences criminelles? Bon, comme tout citoyen, je vois, mais je constate que c'est un peu disproportionné pour les mêmes motifs. Là, c'est 20 ans, là, c'est 5 ans, et c'est un peu disproportionné. Atteinte à la sûreté de l'État. Bien sûr. On a dû retrouver également des armes de guerre chez le général Mokoko. Vous pensez que le premier 20 ans, le cas du général Mokoko, le deuxième 5 ans, c'est disproportionné? Non, c'est disproportionné si le motif est le même. Bertin Asogba, quel enseignement vous tirez de ça? L'enseignement que moi j'ai à tirer, c'est... Moi je dis que nul n'est au-dessus de la loi. La loi c'est la loi. Tout citoyen, quelle que soit sa fonction, son rang, qui commettrait, va paraître devant la justice, devant la cour. Donc moi, ça c'est un avertissement à tout citoyen, quelle que soit sa nationalité et son rang et sa fonction au Congo-Brazzaville, qui circule sur le territoire congolais, doit paraître devant la loi au moment opportun où la loi va l'appeler. En d'autres termes, nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Et nous sommes tous égaux devant la loi. Égaux devant la loi, même si tu es général, ça voit déjà les choses sont claires. Tu es général. Si les généraux peuvent être jugés, à plus forte raison. Alors, les citoyens, les non-citoyens, nous sommes tous égaux devant la loi. Moi, c'est mon objectif. Georges Nguila, vous avez parlé d'un disproportionnement, mais dans tous les cas, entre autres enseignements, il y a que le Congolais lambda est quand même surpris de voir des officiers supérieurs passer devant la barre. C'est vrai que ce n'est pas une première, on a vu avec les événements de Beach, mais ça n'arrive pas tous les jours. Oui, mais dans l'histoire des peuples et des nations, ça n'arrive pas tous les jours. En Italie, par exemple, ils ont eu une opération qu'ils ont appelée Manipulité.
Et on a vu beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup de ministres défiler comme des centres citoyens devant la barre. Et c'est aussi pour rappeler que le procureur est au-dessus de tout le monde. Parce qu'il arrivait qu'on a interpellé un général et qu'il puisse dire non, il est général. Non. Et justement, j'enfonce le clou parce qu'il y a eu pour les deux généraux cette question de l'immunité juridictionnelle. Bon, l'immunité juridictionnelle, ce n'est pas un fait nouveau. Ici, nous avons eu à Pointe-Noire un maire dont l'avocat avait voulu demander l'immunité de juridiction ou le privilège de juridiction. Mais ça, ce n'est que dans la procédure. Mais il y a le fond. C'est-à-dire, l'immunité juridictionnelle, non, il ne faudrait pas qu'on dise qu'il y a des gens qu'on ne peut pas juger. Non. On a jugé Pétain. Il était président. Justement, il y en a qui ont argumenté que cette immunité juridictionnelle donnée par la loi peut être également retirée par la loi. Non. Je veux d'abord qu'on sache que nul n'est au-dessus de la loi, comme l'a dit Bertin. Et on a eu à juger Nixon, président des États-Unis. On a failli le juger de lui-même, il a démissionné. Il s'est dit, non, là je vais vers la potence, je préfère démissionner. On a eu à juger Pétain. C'est un chef d'État, c'est un maréchal. Donc plus même que général, comme on dirait. Mais il est passé devant les tribunaux. Donc l'immunité de juridiction ne veut pas dire qu'on ne peut pas être jugé. Mais on doit être jugé par un autre tribunal. Et en l'espèce, je crois qu'on faisait allusion à la Haute Cour de justice. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas être jugé. Cette immunité peut être aussi levée. Mais bien sûr. C'est comme pour les parlementaires, ou pour même pour le policier, ou pour le gendarme. Le code de procédure pénale prévoit autre chose. On ne peut pas juger un agent de la force publique comme on jugerait le citoyen lambda. Parce que pour lui, il y a des dispositions du code de procédure pénale qui font que cette personne-là, il faudrait qu'on enlève d'abord ses galons, qu'on le rende à la vie civile et qu'on le juge. Mais qu'on ne vienne pas nous dire qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas être jugées. Non. Nous sommes tous égaux en droit. Nul n'est au-dessus de la loi. Je crois que c'est l'enseignement fondamental qu'on peut tirer de cette série d'audience à la session criminelle. Tout à fait, c'est ça. Tout à fait. Ce n'était là que quelques questions d'échauffement, des questions de conditionnement psychologique. Nous allons devoir briser la glace avec, cette fois-ci, notre question sur l'actualité locale. Il s'est tenu la semaine écoulée à la préfecture une réunion entre le préfet du département de Pointe-Noire, les autorités habilitées à régler les affaires foncières et celles du domaine public et le directeur général de la CORAF. Je vous donne de suivre ce reportage. La salle de réunion de la préfecture de Pointe-Noire a abrité la séance de travail entre le préfet, les autorités administratives habilitées au règlement des affaires foncières et du domaine public et le directeur de la CORAF. Au menu de cette réunion, la mise en application des orientations et des directives du ministre des Affaires foncières et du domaine public, Pierre Mabiala, lors de son séjour de travail le 12 mai dernier à Pointe-Noire, orientation relative à l'occupation illégale du domaine réservé à la Congolaise de raffinage, CORAF en sigle. Il nous faut nous organiser au plan textuel dans un premier temps, c'est-à-dire mettre en place la commission qui sera chargée de la mise en œuvre des orientations dégagées par le ministre. Par la suite, il nous faut identifier le travail à faire en identifiant naturellement les différents occupants. Les occupants ayant occupé illégalement le terrain réservé à la CORAF. En effet, selon les données cartographiques datant de 1971, 534 hectares étaient affectés à la CORAF, dont 55 ont été régulièrement occupés par la société jusqu'à ce jour, suivant la répartition ci-après. 34 hectares pour l'implantation de l'usine, 4 hectares pour la construction du premier camp et 17 autres pour la construction du deuxième camp. Aussi, 319 hectares sont spoliés, c'est-à-dire vendus illégalement par les propriétaires fonciers,
ne disposant pas de texte, a poursuivi le préfet du département de Pointe-Noire. Au sortir de la réunion, les conclusions ont été restituées par le directeur interdépartemental des affaires foncières, Jourdain Goma. On a mis en place une commission qui est présidée par le préfet lui-même et secondée par le procureur général. L'objectif, c'est d'abord de circonscrire la zone, les 160 hectares que la CORAF a besoin pour étendre ses activités parmi les 534 hectares qui étaient octroyés par le gouvernement. Donc pour le moment, la CORAF a besoin d'abord de 160 hectares. Donc il faut d'abord circoncire les 160 hectares, la délimiter, et en plus passer à la deuxième phase de l'enquête parcellaire. Regarder qu'est-ce qu'il y a dans les 160 hectares qu'on a eu à délimiter. Est-ce qu'il y a des bâtis? Est-ce qu'il y a des occupations? Est-ce qu'il y a de ceci et de cela? Signalons que le travail de la commission ainsi mis en place se réalisera le plus rapidement possible. Voilà, ça se passe justement à Pointe-Noire, c'est monnaie courante. Que de contradictions entre terriens ou entre ceux qui vont acheter les parcelles. Ici, il s'agit d'un domaine relativement important puisqu'il s'agit de la surface occupée par la CORAF. Lorsqu'on regarde les statistiques qui ont été évoquées, 534 hectares sont ce domaine qui devrait appartenir à la CORAF depuis 1971. La CORAF, à l'heure actuelle, n'occupe que 55 hectares, tandis que 319 ont été spoliés. Alors, c'est le problème. Le ministre des Affaires foncières et du domaine public, Pierre Mabiala, est passé à Pointe-Noire le 12 mai dernier. Il a donné des directives, et c'est corrélativement à ces directives que le préfet du département de Pointe-Noire a réuni les autorités départementales en charge du domaine des affaires foncières et publiques, mais également le responsable de la CORAF pour matérialiser les directives du ministre. Il s'agit donc ici de circonscrire, comme on a entendu dans un premier temps, les 160 hectares dont a besoin la CORAF. Georges Guillard. Non. Si actuellement on a besoin de 160 et son territoire va au-delà de 160, ça veut dire que la CORAF va d'abord occuper dans un premier temps, et lorsqu'elle aura encore besoin d'hectares supplémentaires, on ira encore faire la guerre à ces occupants qui sont au-delà de 160 hectares. Non, je crois que... En d'autres termes. Non, mais en d'autres termes, vous voyez que c'est comme si l'État ne prend jamais ses responsabilités. Parce que tout le temps qu'il y a eu spoliation, mais où se trouvait l'État pendant ce moment-là, pendant que la terre était spoliée? On nous dit qu'ils ont besoin de 160. Bon, ils vont chasser tous ceux qui sont sur les 160 hectares. Et après, quand on va dire, bon, on va faire une extension en mettant par exemple une unité de fabrication de bitume et autres, mais non, mais ce n'est même pas simplement pour ça. Il y a d'abord des problèmes sécuritaires. Et les problèmes sécuritaires, c'est que c'est une industrie chimique, et les industries chimiques sont souvent dangereuses. Et donc, logiquement, les citoyens ne devraient pas se trouver aux abords de... Si, les citoyens ne devraient pas se trouver aux abords de ces installations, mais qu'est-ce que l'État ou qu'est-ce que la CORAF a fait pour défendre son domaine? On est surpris. Et en plus, le deuxième... Le paradoxe, que ceux qui ont spolié ce domaine de la CORAF, ce sont les terriens. Oui, mais là aussi, on va déloger des personnes qui ont régulièrement acheté, qui ont réalisé des économies au moins sur 20 ans pour acheter un terrain, et ils sont donc en fin de carrière. Mais on sait que le domaine a été acquis par la CORAF depuis 1971. Oui. Vous savez, au Congo, l'État ne s'est jamais protégé ces terrains. Dans les années 70, derrière la mort municipale de Brazzaville, ça c'était le domaine de l'université. Mais il y a eu des gens qui ont eu à l'occuper et qui sont même allés encore porter plainte pour dire que l'État monte son titre foncier. Mais là où on a construit l'amphithéâtre, et bien loin, c'était le domaine de l'université. Mais les gens l'ont pris et ils se sont fait faire des titres fonciers qui sont maintenant opposables à l'État. Donc là,
on constate qu'il y a de la malice. L'État ne sait pas protéger son bien. En d'autres termes, la nature a horreur du vide. Lorsqu'on est dans le vide, les citoyens véreux en profitent. On y revient tout à l'heure. Bertin, ta réaction au sujet de cette question de la CORAF qui recherche aujourd'hui 160 hectares dédiés à son domaine, parce qu'au total, il y a quand même 534 hectares et jusque-là, il n'occupe que 55 hectares. Oui, moi je vois qu'il y a une négligence qui ne dit pas son nom du côté de la CORAF et du côté des services des dons publics, parce que vous devez veiller à ça, à surveiller régulièrement qu'est-ce qui se passe sur ces domaines. Ces domaines-là sont déjà déterminés, ça fait longtemps, ce n'est pas aujourd'hui. Et en passant, il faut savoir que nos autorités ne savent que recevoir des plaintes sur ces genre de problèmes-là, de problèmes de vente d'une parcelle à plusieurs personnes, occupation anarchique de domaine public, etc. Mais on constate maintenant qu'ils n'ont pas mis des garde-fous pour surveiller ces domaines publics-là, parce qu'ailleurs, il y a des regards. Lorsqu'on vous voit en train de travailler, on vient vous demander, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est domaine d'État. Logiquement, c'est dès l'entame des travaux qu'on devrait arrêter le citoyen lambda à construire sur un domaine d'utilité publique. Ce n'est pas surveillé. Ce n'est pas surveillé, on n'a pas un regard sur ça, c'est après. On a l'impression que chez nous, on laisse d'abord faire. Oui, on laisse et après, on agit, comme on dit, le médecin après la mort, ce n'est pas une bonne philosophie. Georges Guilla, est-ce qu'ici, on peut parler en termes de domaine ou d'espace d'utilité publique? Lorsque l'État pense qu'il faut construire là, même si les citoyens ont déjà occupé, on peut les indemniser et les déguerpir. Non, d'abord, ça, ce n'est pas le domaine public. Le domaine public de l'État est bien connu. Il y a le domaine public naturel, par exemple le bord de la mer, il y a aussi les routes et autres. Mais ça appartient à une entreprise. C'est une entreprise qui a eu à acquérir, donc il ne s'agit pas du domaine public. Même si c'est une entreprise d'État, ce n'est pas le domaine public. Mais cette société-là avait acquis un domaine qui lui a été cédé par l'État. Et c'était donc à l'entreprise de faire requérir la force publique pour déguerpir tout cela. En tout cas, jusque-là, ils n'ont occupé que 55 hectares, dont 34 pour l'implantation de l'usine, 4 pour la construction du premier camp et 17 pour la construction du deuxième camp. Alors que tout le reste est spolié actuellement. Bon. Par qui? Les terriens qui ont vendu aux citoyens qu'on pourrait considérer aujourd'hui sans foi ni loi, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de regarder... Oui, c'est là où se pose maintenant le problème de la responsabilité de l'État. Parce que on va aller déguerpir des citoyens qui ont construit. Mais et le terrain qui a pris, cette terre qui appartient à quelqu'un d'autre. Parce que celui qui a acheté, il devient comme un receleur. Puisque le terrain a pris la terre qui appartient à une autre personne. Mais ce que nous constatons, et ce qui est déplorable ici, c'est que la loi ne frappe que le receleur, mais pas celui qui a le premier volet, ce qui appartient au tout. En d'autres termes, l'État voudrait s'attaquer aux citoyens véreux qui ont acheté, mais aussi... Non, ce n'est pas le citoyen qui est véreux. C'est plutôt les terriens qui sont véreux, qui ont pris ce qui appartient au tout. C'est eux qui savaient que le domaine avait préalablement été vendu à la CORAF et qui ont continué à revendre ces mêmes terres aux citoyens. Voilà. Alors les véreux, ce sont les terriens finalement. Ce sont les terriens, ce n'est pas les citoyens qui... Donc c'est à eux qu'on devrait s'attaquer. Mais on devrait s'attaquer à eux, mais souvent ce que nous constatons, c'est que l'État va casser, il dit débrouillez-vous là-bas. Donc nous voyons un État qui a la force publique et qui doit faire respecter la loi, mais qui voit quelqu'un qui a volé son domaine, qui ne fait rien, lui vient, il casse simplement et il s'en va. Non. L'auteur et le complice subissent la même peine. Donc si vous vous attaquez au receleur, mais l'auteur principal, lui aussi, il doit subir la même peine. Pourquoi est-ce qu'on n'attaque pas le terrien et on s'attaque à celui qui a construit? Non. En d'autres termes, Bertin, dans ce cas de figure, et ceux qui ont acheté et les terriens doivent être frappés de la même peine. Oui, c'est vrai, mais le ministre a déjà déclenché le dossier que le vendeur doit dédommager celui qui a pris la parcelle de façon illégale et que l'État ne va pas le dédommager.
Donc maintenant, ils savent ce qui les attend. Et ceux qui ont vendu de façon anarchique ces domaines-là, ils sont déjà avertis par le ministre Pierre Mabiala. Ah non, ils ne devraient pas être avertis. Parce que là, ils se trouvent en face des gens qui ont commis une infraction à la loi pénale. Mais ce ministre Pierre Mabiala, il fait arrêter des gens, on le voit. Mais donc il ne s'agit pas d'avertir, parce que quand quelqu'un a commis une infraction à la loi pénale, on doit le prendre et le mettre aux arrêts. Il faut le sanctionner. Son point de vue, il a dit qu'il ne faut pas que les gens pensent qu'ils seront dédommagés par l'État. Non, c'est les vendeurs frauduleux là qui doivent dédommager leurs clients frauduleux et illégaux. C'est ce qu'il avait dit. C'est les franchement, je doute parce que souvent ce qu'on constate, c'est que lorsque le terrain est vendu, il utilise l'argent et cet argent... En d'autres termes, il peut plus être capable de le rembourser. Alors ce qui va se passer, c'est que on va mettre des familles en détresse, en difficulté. Est-ce que l'État ne sera pas dans l'obligation de subvenir aux besoins de ses citoyens? Non. Ce sont des personnes qui vont donc souffrir. Voilà, c'est dire ici que lorsque dès l'entame vous ne prenez pas des options qui s'imposent en ce qui concerne l'achat de parcelles, généralement, au final, vous en pâtissez. C'est ce qui va se passer certainement dans ce cas de figure. Mais je pense, comme l'a dit Georges Nguila, qu'il faut ici, mais alors avec une certaine énergie, sanctionner ces terriens véreux qui savent que un domaine est déjà vendu à une institution et en revend. C'est ce problème qui revient de manière sempiternelle dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou. Nous allons devoir changer de cadran. Cette fois-ci, avec l'actualité nationale, on se retrouve après ce jingle. L'actualité nationale porte sur cette initiative Le Congo que nous voulons, une initiative qui a été lancée du côté de Brazzaville le 2 mai dernier par des jeunes Congolais de tous bords. Certes, c'est une plateforme politique, mais les jeunes qui se sont rassemblés sur cette plateforme sont de la majorité, de l'opposition, du centre, des associations, des entreprises. En tout cas, c'est ce que nous avons pu recueillir dans ce reportage réalisé par notre rédaction. Suivez. Le Congo que nous voulons n'est pas un parti politique, n'est pas un courant. Le Congo que nous voulons est une initiative portée par des jeunes Congolais venus de divers horizons, partis politiques, majorité, opposition, centre, de la société civile, des entrepreneurs. C'est un tout. Ces jeunes se sont mis ensemble pour décliner le futur du Congo dans des domaines variés. Il s'agit pour nous d'apporter notre pierre à l'édifice dans la construction de notre pays. Il s'agit pour nous d'apporter de l'eau au moulin. Il s'agit encore de ramener le débat de fond dans notre vie publique. La politique doit se faire sur des idées et des idées fortes. C'est ainsi que l'initiative Le Congo que nous voulons se veut être cet espace qui promeut les débats structurants. Les débats structurants sur des thématiques importantes, sur des thématiques qui touchent la vie quotidienne des Congolais. C'est dans ce cadre que nous avons lancé cette initiative le mercredi 2 mai au ministère des Affaires étrangères, où nous avons organisé la conférence participative sur le grand thème « Le Congo que nous voulons ». Les jeunes ont pris la peine de travailler pendant un mois avant la conférence participative pour décliner les thématiques qui devaient être abordées et faire sortir des propositions fortes, sinon des recommandations. Les thématiques qui vont être abordées à Pointe-Noire vont être des thématiques qui prennent en ligne de compte les problèmes spécifiques des habitants de Pointe-Noire. Parce que le grand thème, nous gardons toujours le Congo que nous voulons, avec un entre guillemets approche, sinon regard sur Pointe-Noire,
Cela nous permet d'aborder les questions, mais avec une approche particulière, en tenant compte des questions spécifiques de chaque département. Et cela, nous le faisons avec ceux qui habitent Pointe-Noire. Voici les problèmes. Nous les connaissons peut-être tous, mais comment nous abordons ces problèmes? Comment nous pouvons solutionner ces problèmes? Donc cette démarche consiste tout simplement à accompagner les pouvoirs publics, à accompagner le président de la République dans ce qu'il fait, dans sa quête de tous les jours, cette quête de paix, cette quête de justice sociale, cette quête de développement de notre pays. Donc, nous nous mettons ensemble pour l'accompagner. Voilà, retour sur ce plateau après ce reportage relatif à un point de presse donné par la plateforme L'Initiative Le Congo que nous voulons. Vous avez là noté la présentation de cette initiative par Exaucé Gombili Ibam, l'un des coordonnateurs. Alors, Asso, Georges Nguila, des jeunes qui sont de tous bords, des partis politiques, des associations de la société civile et qui se mettent ensemble, vous l'avez entendu, dans une sorte de conférence participative qui a couché de cette thématique fondamentale, le Congo que nous voulons. C'est comme si on accouchait d'une souris. Parce qu'on ne peut pas parler des problèmes spécifiques de Pointe-Noire parce qu'il y a des problèmes qui sont transversaux dans notre pays. Quand vous prenez par exemple la question du chômage, vous ne pouvez pas dire que le chômage est particulier à Pointe-Noire et qu'à Brazzaville, là-bas aussi on aura une autre thématique. Et quand vous irez un peu partout, alors voyez-vous, ça déjà, je crois que ça ne va pas. Parce que actuellement, le Congo a des problèmes qui sont transversaux. Et nous sommes aussi... On empêche qu'il y ait des spécificités liées à chaque département. Bon, mais je vous dis qu'à Brazzaville, il y a des érosions. À Pointe-Noire, il y a des érosions. Vous allez aussi en Caille, il y a des érosions. Vous ne voyez pas que ce sont des problèmes qui sont transversaux. En tout cas, les problèmes propres à toutes nos villes. Bertin, comment vous réagissez par rapport à cette initiative? Oui, moi je ne suis pas d'accord qu'on spécifie que les problèmes à chaque département. Il y a les problèmes communs, comme l'a dit M. Nguila, et il faut partir de là. Et que est-ce que cette initiative a des moyens de résoudre ces problèmes? C'est l'État qui va résoudre ces problèmes. Un. De deux, malheureusement que c'est un point de presse. Sinon, vous avez entendu dire à travers ce commentaire, cette présentation de fait que l'initiative a pour vocation d'accompagner les pouvoirs publics, accompagner le président de la République. On ne peut pas... Dans la dynamique du développement. Non, il faut faire attention à des propos politiques. On ne peut pas accompagner un État avec des expressions. Il faut des moyens, et les moyens, c'est les moyens financiers. Ils ont cotisé combien pour accompagner le gouvernement, pour accompagner l'État? Ces problèmes-là, c'est des problèmes qui ont besoin de l'argent. Bertin, hormis l'argent, il y a aussi la force des idées, comme l'a dit Exaucé Gombili. Il n'y a aucune idée, moi je dis, je répète, il n'y a aucune idée, même dans vos maisons. Si tu mets des idéaux aujourd'hui, bon, moi j'ai l'intention de faire ceci, cela, tu ne peux pas le faire sans moyens financiers. Non, il faut pas blaguer, et il ne faut pas nous mettre dans une erreur politique et d'idées politiques. En d'autres termes, il faut laisser à l'État, au pouvoir public de faire. Non, les jeunes ne peuvent pas se mettre en Non, les jeunes vont le faire. L'idée, on va accompagner l'État, mais on va accompagner l'État seulement sur le fond d'idées. Non, il faut les moyens. On a, par exemple, sur dossier, nous on a vu dans des pays qu'on ne veut pas citer ici, les citoyens, ils ne sont ni députés, ils ne sont ni sénateurs, ils ne sont ni maires. Ils se sont accordés pour goudronner leur ruelle avec leur profond. Ils se sont accordés pour mettre la lumière dans leur ruelle, à leur profond. C'est une initiative louable. Louable avec eux-mêmes. Donc, ils n'ont pas dit au gouvernement, nous on va t'accompagner. Vous allez accompagner le gouvernement comment? Et avec quels moyens? C'est ce que moi je défends. Il ne faut pas flatter les gens. Non. Aujourd'hui, je pensais que dans ce cas de figure, il y a flatterie. Il y a flatterie politique. Il y a flatterie politique. Pourquoi?
Pourquoi on veut spécifier que Pointe-Noire, problème de Pointe-Noire, problème de chaque département? Il y a des problèmes qui sont communs à tous les départements. N'empêche, mais pour ne pas dire à tout le Congo, qu'il soit aussi entendu que dans chaque département, il y a des spécificités, dans des problèmes transversaux, comme l'a dit Georges Nguila. Oui, mais monsieur Demoinza, il faut faire attention à ce que nous disons. Nous sommes maintenant au monde, le monde actuel, c'est un monde qui répond au praticisme. C'est-à-dire, ce que vous dites, vous réalisez. Il faut qu'il y ait une corrélation entre le discours et la réalité. Le discours, la praxis dont parlait Karl Marx. Voilà, c'est ce que nous voulons. Nous ne voulons plus les discours politiques. On veut la pratique accompagnée des œuvres tangibles qu'on peut toucher, qu'on peut voir. Mais Georges Nguila, vous pensez que c'est là aussi un discours toujours politique? Oui, c'est un discours politique parce que je n'ai rien perçu. Ça a été comme un jeu de mots. Quand il s'est exprimé, il n'y a pas eu quelque chose de concret. Et ce n'est pas, je peux le répéter pour la gouverneure, ce n'est pas un parti politique, non plus un courant, mais une initiative portée vers des jeunes Congolais venus de divers horizons. Parti politique, majorité, opposition, centre, société civile, entrepreneurs. C'est un tout. Oui, c'est un tout, mais il ne faudrait pas que ça explose. Hein, et ce que nous savons, c'est qu'actuellement, le Congo a d'abord besoin d'une stabilisation. Et après, on va faire la prospective. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre pays? Parce qu'il faut savoir poser les questions de façon objective. Voyez-vous, actuellement, je crois que c'est sur ce plateau que j'avais dit que nous sommes en difficulté et on ne sent plus les élites de ce pays. Il n'y a que Nzon qui s'est exprimé, il n'y a que Maleka qui s'est exprimé, il n'y a que Kitsoro Kinzuna qui s'est exprimé sur la situation actuelle. Mais on n'a pas encore vu des élites donner des solutions précises aux problèmes que nous avons. Mais vous savez, dans ce débat de stabilisation, chez nous il y a pour la plupart des cas, que des lettrés, des gens suffisamment instruits, mais qui à la vérité ne sont pas intellectuels parce qu'ils ne prennent pas le temps de circonscrire les phénomènes de société et d'en proposer des solutions. Mais justement, quand j'ai suivi c'était au moins pendant 5 minutes que j'ai suivi, mais je n'ai rien entendu de concret. Je n'ai entendu qu'un jeu de mots et on veut d'abord nous sortir de la situation actuelle qui est une situation qui amène, qui demande plutôt que les élites se prononcent sur la façon dont nous allons réaliser l'ajustement structurel. Vous savez, le premier ajustement structurel que nous avons eu nous a pris 25 ans. On a échoué pendant tout le temps. Ça a commencé en 1986. Et nous avons vu le bout du tunnel en 2010. Vous voyez? Et de 1985, donc, c'est la crise. Le premier ajustement est réalisé en 1986. Donc 1986 jusqu'à 2010, c'était programme sur programme, programme sur programme, programme sur programme, échec sur échec, jusqu'à ce qu'on ait vu le bout du tunnel en 2010. Aujourd'hui, nous sommes encore dans une situation difficile. Et vous voyez des gens comme ça qui viennent comme pour divertir la galerie, pour dire, ben voilà, nous sommes de tout bon, nous allons accompagner l'État. Oui, d'accord, proposer des solutions. Le FMI a demandé à ce que nous fassions une étude sur la gouvernance. Est-ce qu'ils sont venus avec une étude sur la gouvernance pour dire que bon voilà, le FMI a demandé... ils disent que c'est un espace qui promeut l'État. C'est un espace qui promeut les débats structurants sur des thématiques importantes qui touchent la vie de la cité. Mais la vie de la cité, c'est que chez nous on a dit qu'il y a la corruption. La vie de la cité, on a dit que la gouvernance était mauvaise. Les institutions financières internationales ont demandé à ce que nous fassions des études sur la gouvernance. S'ils voulaient accompagner l'État, ils pouvaient organiser des études sur la gouvernance pour dire, bon, voilà, dans tel niveau. Ça ne va pas. Le président avait parlé de la corruption du système judiciaire. Est-ce qu'ils sont venus accompagner l'État pour dire, bon, nous, face à ce problème qu'a l'État, nous lui proposons ceci pour l'accompagner. Parce que c'est ça, accompagner. Accompagner, c'est amener des propositions. Mais sans nul doute que c'est ce qui se fait là, parce que là, ce n'est que la présentation de l'initiative. Oh, mais c'est creux. Là, c'est que c'est creux. Vous affirmez que c'est creux? Oui, c'est creux, parce que j'avais dit, nous ne sommes plus à l'état de la flatterie. Flatterie dans son sens et dans sa forme. Il faut le réaliser. Il faut réaliser, il faut dire ce que tu dis là, il faut que tu le fasses.
C'est ça, bon, c'est pourquoi c'est creux, parce que vous avez construit, je vous ai déjà dit, non, les éléments politiques ou non cherchent des arguments pour nous empêcher de nous exprimer. Pourquoi on dit que c'est un point de presse? Alors, Bertrand, d'aller dans les profondeurs. Honnêtement et humblement, s'il vous était donné de faire des propositions aux jeunes frères qui appartiennent à cette plateforme, que diriez-vous? Oui, moi je dirais que non. Et bon, monsieur le membre du gouvernement, monsieur le chef de l'État, pour ces problèmes-là, nous commençons par tes problèmes. Voilà. Spécifique, et pour terminer à ce problème, voilà. Et voilà de quels moyens nous disposons pour vous accompagner. Parce qu'il ne faut pas toujours attendre l'État. Par exemple, moi, il y a chaque fois dans certaines contrées que chaque samedi, premier samedi du mois, tous les enfants du quartier nettoient leur quartier sans attendre l'État. La mairie. Ils n'attendent personne. Ils ne demandent même pas un balai chez leur mairie centrale ou bien leur arrondissement. Ils font ça eux-mêmes. Pourquoi on va dire maintenant on va accompagner l'État? L'État. En termes de proposition à cette plateforme, qu'est-ce que vous dites? Non. Comme l'a dit Bertin, c'est de la flatterie. Ce sont peut-être des gens qui ont besoin d'argent. Aujourd'hui, nous savons que les problèmes du Congo, on les connaît. Il y a des problèmes transversaux. Vous allez... à Itumbi, il y avait l'érosion. À l'entrée d'Itumbi, il y avait un grand ravin. Quand vous allez en Cailly, vous allez là-bas, au fond vers Mananto, il y a un grand ravin. Quand vous allez juste ici à Pointe-Noire où nous sommes, là, au quartier André-Jacques, il y a des grands ravins. Et le maire disait qu'il y avait au moins 600 familles qui étaient sans abri. Vous allez à Ngamakoso, à Brazzaville, il y a des grands ravins. Bon. Récemment au Wando, il y a une tempête qui a fait des dégâts. Nous devons circonscrire les problèmes et éviter de venir faire de la littérature. Nous connaissons les problèmes du Congo. Voyons par exemple l'agriculture. Nous importons plus de 100 milliards d'aliments. Bon, s'ils veulent accompagner l'État, qu'ils disent que nous, face à ce problème, voilà comment nous voulons accompagner l'État. Mais sinon que ça devienne de la littérature. Voilà. Nous allons devoir, je crois que c'est la proposition de Georges Seguila, au-delà de la littérature, il faut apporter des propositions concrètes. C'est ce que l'on attend, Bertin Bliki, de ces jeunes gens, s'ils veulent véritablement accompagner les pouvoirs publics, accompagner, comme ils l'ont dit, le président de la République. Nous tendons vers la troisième et dernière partie de ce briefing de l'actualité. Il s'agit de l'actualité internationale. Du côté du Burundi, nous sommes en Afrique, bien entendu. On a voté le jeudi 17 mai. Près de 4 millions de Burundais sont allés vers les urnes pour un scrutin référendaire. En tout cas, selon les informations reçues, le président Nkurunziza voudrait revisiter la Constitution pour rester au pouvoir jusqu'en 2034. Tenez-vous bien. Suivez ce reportage. Les Burundais ont voté hier jeudi 17 mai 2018 lors d'un référendum contesté qui devrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester aux affaires avec plein pouvoir jusqu'en 2034. Un scrutin qui s'est déroulé globalement dans les calmes et qui a connu une forte affluence. Selon la CENI et des témoins, personne ne sait pour le moment quand les résultats seront proclamés, mais aucun suspense n'entoure un processus entaché de violence. Dans ce pays qui traverse déjà une crise née de la volonté du président Nkurunziza de briguer un troisième mandat. Pas de prolongation dans les bureaux de vote, la Commission électorale nationale indépendante du Burundi a décidé qu'il fermait à 16 heures locales comme prévu. Les électeurs ont afflué très tôt, certains bureaux affichaient à la mi-journée un taux de participation qui tournait autour de 70%, selon un site web proche du pouvoir. Mais la CENI n'a pas voulu donner de toute la journée de chiffres sur la participation à un scrutin crucial pour le pays. Le parti au pouvoir avait appelé à voter dès l'aube, mais tout le monde n'est pas venu nécessairement de gaieté de cœur. L'administration et les Imborakure, les jeunes du parti au pouvoir que l'ONU qualifie de milice, sont passés de maison en maison en obligeant les traînards à aller voter. Voilà un référendum pour le vote de la Constitution. On devra revisiter cette Constitution
dont les changements sont de nature à renforcer le pouvoir du président de la République. Il s'agit actuellement de Pierre Nkurunziza, que vous avez vu très relax, arborant son survêtement pour aller voter. Alors, il est dit qu'il devra, au terme de cette constitution, si elle est votée, rester au pouvoir jusqu'en 2034. Georges Guilla. Bon, on constate qu'il y a une contradiction avec les termes de l'Union africaine. Déjà, au niveau de l'Union africaine, ils avaient pris des textes sur la gouvernance en Afrique. Et ils n'étaient pas du tout d'accord avec les coups d'État d'abord. Mais maintenant, on constate que s'il n'y a plus de coup d'État, il y a des coups d'État constitutionnels. Et c'est ce que nous constatons. C'est la nouvelle donne. C'est la nouvelle donne, c'est-à-dire comme on a interdit les coups d'État militaires, bon, les gens se disent, là, je suis au pouvoir, on ne peut pas m'attaquer, il n'y aura pas de coup d'État. Maintenant, moi-même, pour changer, je fais un coup d'État constitutionnel. Donc, il y a des changements qui sont vraiment négatifs. Changement négatif, Bertin Assogba. Ouais, c'est un changement qui fait honte à l'Afrique tout entière parce que les accords d'Arusha et l'intervention de paix à son âme, Nelson Mandela sur cette affaire. Déjà... Vous voulez dire concrètement que cette tendance à s'éterniser au pouvoir fait honte à l'Afrique? Oui, c'est comme si l'Afrique, dans son dictionnaire, a son dictionnaire à part en matière de démocratie. Démocratie, c'est un régime qui... c'est un régime qui a une vocation universelle. Oui, universelle, et que ce n'est pas normal qu'on pense que l'Afrique... à sa façon de faire la démocratie. Non, nous devons... Et comme il est dit qu'à chaque brin d'herbe convient sa goutte de rosée, oui. L'Afrique voudrait introduire sa spécificité à la démocratie. Ce qui fait honte. On a entendu parler de la démocratie à l'Afrique. Ce qui fait honte au continent et nos enfants étudiants, nos enfants cadres qui vont devenir cadres bientôt. Et ça les frustre, ils ne sont pas allés dans leur peau, c'est pas normal. Pourquoi on s'est accordé sur un principe donné que, alternativement, tu fais 5 ans, on t'accorde encore 5 ans, si tu veux, si tu gagnes le 10e mandat, et maintenant c'est fini. Mais d'où vient-il qu'aujourd'hui ce n'est plus ça? On fait fi de ce qui a été dit et on veut imposer ces principes avec les maniements que vous connaissez. Les gens n'ont pas voté, volontairement. Ils n'ont pas voté volontairement, il faut dire, on les a intimidés. Ils ont été pratiquement décidés par les jeunes du pouvoir qui sont allés les chercher dans leur maison pour aller voter. Alors c'est tactique ou c'est pratique? Si, mais c'est pas normal, mais vous savez d'ailleurs que le Burundi est tout le temps sous la pression de la communauté internationale, parce que ce qui se passe là-bas, c'est déplorable et c'est même contre la vie de ces pères de l'Union africaine. Et c'est bien dommage parce qu'il faudrait quand même qu'il y ait l'alternative, l'alternance. Et quand il y a alternance, on peut voir le progrès que réalise un pays sous le régime de tel président et avec tel autre, on voit aussi les progrès qu'il réalise. Mais lorsque c'est une continuité, on ne peut même pas savoir mesurer ou contrebalancer les réalisations de l'un face à l'autre. Georges Nguila, le paradoxe en Afrique, c'est que lorsqu'on prend le cas de figure du Rwanda, où le président est resté longtemps, mais on réalise quand même cette bonne volonté à mieux faire, malgré le fait que la démocratie est quelque peu biaisée. Le Rwanda est quand même un cas particulier. C'est un pays qui a... C'est quoi justement la particularité? Oui, la particularité, c'est que ce pays a subi le plus grand génocide que nous ayons connu en Afrique. Et pour un tel pays, je crois qu'il faut stabiliser le pays comme il se doit. D'abord. Il ne s'agit pas de changer pour changer. Pas de changer pour changer. Mais il faut d'abord consolider, stabiliser non seulement la réconciliation, mais le pays, refaire l'administration. Parce que voyez-vous, nous avons par exemple connu la guerre dans ce pays, mais ça n'a pas été une guerre aussi longue et meurtrière comme celle du Rwanda, parce que là-bas, c'est des millions qui sont morts. Chez nous, nous n'avons même pas dépassé 10 000 morts. Hein. C'est vrai, nous avons souffert, mais on n'a pas dépassé les 10 000 morts. Et là-bas, ça a été une guerre qui a pris du temps. Toute la communauté internationale a été incapable d'agir. Il y a eu des millions de morts. Et il a fallu donc refaire le pays, le stabiliser. Mais on serait content si
la durée du pouvoir montre aussi que, prenons le cas de Lee Kuan Yew à Singapour. Ce monsieur a mis beaucoup de temps au pouvoir, mais ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Son passage a été bénéfique. Bénéfique, loué bien qu'ayant duré longtemps. Et donc, il ne se pose même pas de problème parce qu'on se dit, écoutez, on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais si vous avez des dirigeants qui font des dizaines d'années et puis qui sont incapables de nourrir leur peuple, bon. Alors Georges Singila, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Un enseignement à tirer par rapport à ce qui se passe au Burundi. Peut-être Bertin peut réagir. Vous ouvrez les vannes. Oui, il faut que nous respections. Cette dynamique de changement de la Constitution un peu partout en Afrique, mais surtout ce cas de Burundi. Il faut des changements anarchiques de Constitution. Changement anarchique de Constitution. Dixit Bertin Bliki. Oui, il faut être clair. Ce n'est pas bon, ça n'avantage pas le continent. C'est des pratiques qui n'ont pas l'Afrique. Non, ça nous rend bas. C'est un complètement déviant. Il faut éviter. Il faut que nous arrivions à nous dépasser. Comportement déviant. Georges, vous dites quoi? Oui, comportement déviant. Comportement déviant également. Complètement bouclé cette édition du briefing de l'actualité. Nous avons évoqué sur le plan local cette question relative à la spoliation d'une grande partie de la CORAF. Une commission a été instituée qui va se consacrer à régler cette question selon les directives du ministre des Français et du domaine public, Pierre Mabiala. Sur le plan national, nous avons parlé de l'initiative Le Congo que nous voulons. En tout cas, les jeunes, bien sûr, voudraient bien accompagner les pouvoirs publics, mais avec quels moyens? Il faut aller en profondeur pour revisiter cette initiative. Enfin, sur le plan international, nous avons abordé cette question du scrutin référendaire au Burundi. L'Afrique doit changer parce qu'il y a des pratiques qui font honte, n'est-ce pas? Eh bien, si Dieu nous prête vie et qu'il ne nous arrive rien de façon, on se retrouve dimanche prochain, même heure, même chaîne, MCRTV. La rediffusion, c'est demain, lundi, à 21h. Au revoir. Mesdames et messieurs, bien chers téléspectateurs, vous avez été nombreux de vous plaindre de la discontinuité de votre émission de débat sur MCRTV, le briefing de l'actualité. Eh bien, ces moments d'éclipse nous ont permis de revisiter notre concept pour mieux l'adapter, mieux l'accommoder à vos attentes. Il s'était agi d'un renouvellement qui puisse épouser les contours de votre volonté. Ainsi, bien chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, nous tenons à porter à votre connaissance que le briefing de l'actualité, entendez le LBA, sera sous peu de retour dans notre grille des programmes. Le briefing de l'actualité, c'est le débat sur les faits saillants de l'actualité tant locale, nationale qu'internationale. Le briefing de l'actualité, c'est la Zéphirec terre du débat. Enfin, au briefing de l'actualité, nous essayons non pas de nous disputer, mais de discuter et d'apporter un maximum d'éclairage à l'opinion publique.